Du coup, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et de l'accueil et du beau temps commandé, accepté et mis en place pour cette conférence. Et je vais effectivement vous parler des mythes. Euh, Peut-être que le tout premier des mythes, c'est l'existence même du droit public, voire l'existence du droit. Mais là, il y aurait beaucoup à dire, donc je vais partir du présupposé que le droit existe, que le droit public existe, et effectivement, on va essayer de regarder ensemble quelques-uns de ces mythes. Généralement, quand on parle des mythes, on en parle ailleurs qu'en droit. On en parle en sociologie, en histoire, en politologie, en psychanalyse, en littérature évidemment, en anthropologie. On connaît tous des grands noms qui sont associés au mythe. En revanche, le droit n'est pas nécessairement la matière scientifique, si tant est que ce soit une matière scientifique qu'on associe immédiatement au mythe. Vous avez un certain nombre d'ouvrages, par exemple, qui commencent d'ailleurs sur cette opposition-là. C'est ce que fait en partie, avant de le démentir, Philippe Mallory dans son dictionnaire d'un droit humaniste. Il nous dit, je le cite, « Les mythes et la mythologie, c'est fait pour les peuples archaïques qui vivent dans le merveilleux, l'inexplicable, le mystère, le mystérieux, l'irrationnel, le surnaturel, le surréel. Et le droit, au contraire, eh bien ce serait l'expression d'une civilisation évoluée, d'une société rationnelle, liée à l'espace, au temps, à la raison. Le droit est dans le réel. » Alors évidemment, ce serait assez facile de commencer, voire de terminer ainsi, en disant, d'un côté vous avez le mythe c'est la fiction, c'est l'irréel, et puis de l'autre côté il y a heureusement le droit, avec ses serviteurs qui sont dans la raison. Le droit aussi, il n'y a aucune raison, justement, n'échappe pas au mythe. Il y a des mythes aussi, alors je devrais commencer cette conférence en définissant ce que je vais entendre par mythe en droit. Eh bien, je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas le faire pour une raison qui est très simple, c'est que si je vous donnais une ou deux définitions de ce que j'entends par mythe en droit, il me serait assez facile de vous en donner ensuite deux exemples en disant « Regardez, ça colle parfaitement à la définition. » Ben oui, puisque c'est ma définition, c'est logique que ça y colle parfaitement. Donc je vais plutôt partir de quelques a priori qu'on pourrait avoir sur les mythes, et puis vous en donner deux expressions, et voir si à partir de ces deux expressions, on peut réussir à aller vers une forme de définition. C'est ce que j'ai essayé de faire effectivement dans l'ouvrage que vous avez présenté tout à l'heure. Si on pense aux mythes, de manière générale, dans le langage courant, sans forcément parler du droit, je crois qu'on voit assez rapidement deux acceptions, deux représentations de ce que pourrait être un mythe. Généralement, on a l'idée d'un récit un peu fabuleux, avec une part importante qui est laissée à la symbolique, mais dans tous les cas, c'est une construction de l'esprit. C'est-à-dire que dans tous les cas, on sait que le mythe, c'est quelque chose qui est une construction intellectuelle, une représentation du réel, qui joue avec ce réel. Mais c'est à partir du réel, tout en apportant quelque chose à ce réel. Et puis on se rend assez rapidement compte que dans ceux qui parlent de mythe, vous avez une acception très laudative, une connotation très positive, et à l'inverse une connotation très négative. Par exemple, on dira d'un cours du professeur Xavier Magnon à Toulousain quand il était à Toulousain que c'est un mythe. C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Et on va en rajouter un peu, parce que comme il n'est plus à Toulouse, on a la possibilité de dire oui, il venait, il faisait ses cours de telle manière, il avait telle ou telle habitude, et puis on va en rajouter, mais c'est pas très grave qu'on en rajoute, parce qu'on construit quelque chose qui est favorable à la personne en question, et puis ça fait partie justement d'une construction qui permet à celui qui parle eh bien finalement de s'affirmer assez proche de ce dont il parle, et peut-être ce faisant de montrer qu'il appartient à une forme de communauté, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc première acception potentielle, un mythe qui est basé sur du réel,
on en a rajouté un peu, mais de manière très laudative. Finalement, ça n'est pas très grave si on en rajoute de cette même manière. Pour prendre un exemple autre que Xavier Magnon, imaginons que nous soyons à Rome. Et imaginons que nous soyons fiers d'être à Rome et même d'être romains. Eh bien, il y en aurait peut-être parmi nous qui diraient « c'est formidable, nous sommes tous les descendantes et les descendants d'une louve, nous sommes tous les descendants et les descendantes de Romus et de Romulus ». Alors, a priori, personne n'y croirait. On sait bien qu'on n'est pas les descendants de Romus et de Romulus, mais c'est quand même bien classe de dire qu'on est les descendants de Rémus et Romulus. Et conséquemment, on va accepter ce mythe, et puis voilà, finalement, ça n'est pas très grave qu'on le dise, c'est quelque chose de laudatif, c'est quelque chose de connoté positivement, et surtout, j'insiste, c'est quelque chose qui nous relie. Le fait pour les Romains de dire « nous sommes les descendants de Rémus et Romulus », c'est une manière de dire « nous appartenons à une même communauté ». Et puis, il y a une deuxième acception dans le langage courant du mythe, c'est cette acception qui va être plutôt connotée négativement. C'est par exemple ce que les plus jeunes d'entre vous appelleraient un mytho, c'est-à-dire une invention totale de l'esprit dans un but généralement utilitaire, c'est-à-dire servir quelque chose, voire servir une cause, voire desservir quelqu'un. On est ici sur un mécanisme qui est assez proche de celui de la rumeur, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments plausibles, mais on va rajouter des choses qui sont fausses, sciemment fausses, simplement dans le but d'inventer quelque chose qui va desservir quelqu'un et qui va nécessairement servir quelqu'un d'autre. Le mythe ou la mythologie a longtemps été associé également aux religieux. On pense évidemment à la mythologie grecque et romaine, mais pas uniquement. Ce que l'on peut retenir en introduction pour l'instant, c'est que le mythe est une réécriture de certains éléments réels auxquels on a ajouté des éléments potentiellement fictionnels, dans un but soit positif, soit négatif. On n'est pas encore vraiment fixé là-dessus. Et ce qui est certain, c'est qu'un mythe, a priori, ça n'est pas une pure illusion. Le mythe, pour réussir, a besoin d'éléments qui font partie du réel. Un petit peu comme une utopie. Une utopie, ça marche parce que vous pouvez être capable de vous projeter dedans, d'y voir des éléments très concrets. Eh bien, je crois que le mythe a à peu près les mêmes éléments. Le mythe est là pour connecter, pour relier. Et ça, c'est un point qu'on va retrouver tant dans le mythe plutôt positif que dans le mythe négatif. Le mythe connecte. Si on prend des exemples en droit, par exemple, lorsque vous êtes publiciste et que vous parlez d'Agnès Blanco, eh bien, vous voyez toute une série de personnes qui trouvent ça très intéressant, qui tout de suite ont compris de quoi vous voulez parler. Oui, c'est Agnès Blanco, la pauvre, elle s'est faite mal, etc. Mais il y a quelque chose qui nous réunit. On parle d'Agnès Blanco et tout de suite, on sent qu'on fait partie d'une même communauté. Ben oui, la communauté des juristes, au sein de celle-ci, la communauté des publicistes. Même chose, vous êtes en train de parler lors d'un petit apéritif, tranquillement, comme ça, en terrasse, quand il fait beau, comme aujourd'hui. Et puis, il y a des gens qui sont juristes, des gens qui ne sont pas juristes. Et puis, à un moment donné, il y a l'un d'entre vous, dans le groupe, qui dit « Ah, vous avez vu, le gouvernement a fait passer telle loi, et il paraît que la loi, elle va stipuler qu'il va se passer ceci ou cela. » Et là, vous avez tous les juristes qui se regardent avec un petit sourire convenu. La loi stipule. Bon, en fait, non, elle stipule pas. Puis bon, on pourrait en parler. Puis en fait, si, etc. Bon, bref, quand vous dites stipule ou quand vous dites pas stipule, quand vous dites dispose, c'est une manière de dire je fais partie de la même communauté. Nous parlons le même langage. Eh bien, je crois que le mythe a ce même effet, de relier les gens et de les faire parler le même langage. Si on partage un mythe, ça veut dire qu'on partage une communauté. C'était l'exemple tout à l'heure de Romulus et de la louve. L'exemple que je prendrai devant vous tout à l'heure, c'est celui du plan en deux parties. Le plan en deux parties, pour moi, fait partie des mythes juridiques, parce que quand vous parlez en deux parties, vous dites « je suis juriste ».
Vous affirmez, je suis juriste, et si vous me recevez, ça veut dire que vous êtes juriste aussi, parce que vous avez compris que j'allais parler en deux parties. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais développer devant vous deux exemples, pour que vous pensiez que je suis juriste, ce qui va tout de suite nous permettre de parler entre nous, et ça va me rendre sympathique auprès de vous, ce qui est évidemment l'un des objectifs du mythe. L'objectif de cet ouvrage n'a pas été de me placer dans la posture du chevalier blanc qui dirait moi je vais vous montrer toutes les choses fautes parce que vous avez rien compris et puis je vais essayer de démystifier tout ça. Non, l'objectif il consiste simplement à essayer de réfléchir à des choses qui parfois nous semblent acquises et puis d'essayer de voir si on ne peut pas les discuter partant du principe qu'évidemment quand on est universitaire, par définition, on doit pouvoir toujours tout discuter. Et je crois que c'est ça l'un de nos objets. Il y a un très grand penseur qui s'appelle Gregory House qui a dit, je le cite, « Tout le monde ment ». C'est vrai. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde ment. Tout le monde ment, ce qui veut dire que le juriste aussi parfois ment. Alors c'est affreux, mais c'est la vérité. Le juriste est un homme ou une femme comme les autres, il arrive à tout le monde de mentir, donc il arrive aussi au juriste de mentir. Sauf que c'est peut-être plus grave. Parce que quand le juge ment, quand la doctrine ment, quand le législateur ment, il peut y avoir des conséquences un petit peu plus graves que quand c'est simplement un pote. Tous les mythes ne sont pas des mensonges, tous les mythes ne sont pas des mythos. Certains le sont. Et c'est précisément quand ils le sont que, je crois, la doctrine doit, à minima, se poser une ou deux petites questions et puis voir si on ne pourrait pas faire quelque chose, au moins pour oser remettre parfois en question. Parce que ce qui se passe, c'est que, précisément, parfois, on n'ose pas remettre en question. Quand vous avez un très grand auteur, et là, évidemment, je pense en particulier à Maurice Horiou, Toulouse Represents. Quand vous avez un auteur comme Maurice Horiou qui dit et qui écrit quelque chose, eh bien quand vous avez toute une génération, 2 générations, 3 générations qui reprennent ce qui a été dit, il est très difficile d'oser dire que cette personne s'est trompée, voire pire, qu'elle a inventé, qu'elle a menti. Alors ça m'est plus facile maintenant, parce que je suis un petit peu plus vieux, mais quand je faisais ma thèse, par exemple, c'était compliqué de dire en fait, Horiou n'a rien compris. Et je vais essayer de vous démontrer ça. Et évidemment, on ne le fait pas, ou alors on le fait, mais on se reçoit un certain nombre de difficultés. On va donc regarder tout ça ensemble, non pas en partant du principe que tout le monde ment, mais que parfois le juriste aussi ment. On va passer ensemble un petit coup d'antimythe. Et puis voilà, on verra où ça nous mène et ce qu'on peut faire de tout ça. Premier exemple que je prendrai, c'est celui du bac des locats, qui est un exemple a priori que tout le monde connaît, parce que vous aimez les voyages. C'est une première bonne raison, et parce qu'on s'en souvient souvent de cette décision. Décision du 21 janvier 1921 du tribunal des conflits, dite bac des locats, mais dont le vrai nom est Société commerciale de l'Ouest africain. Vous connaissez les faits. Vous avez une lagune, ça se passe dans l'ancienne colonie de la Côte d'Ivoire. Et sur cette lagune, vous avez la mise en place d'une activité de transport par bac, donc des bateaux à fond plat qui vont d'un point de la lagune à l'autre point. Et puis, lors de l'un de ces transports, qui est effectué sous la responsabilité de la colonie de la Côte d'Ivoire, personne morale de droit public, eh bien, il y a un accident, comme cela arrive. Le bac coule, et puis vous avez un certain nombre de biens et de personnes, malheureusement, qui ont des préjudices. Et l'une des victimes, la Société commerciale de l'Ouest africain, porte plainte devant la colonie de la Côte d'Ivoire pour recevoir des dommages et intérêts suite aux pertes qu'elle a subies. Alors vous noterez tout de suite que spontanément, la Société commerciale de l'Ouest africain va devant le juge judiciaire. Directement. Elle ne se dit pas « je suis face à la colonie qui est une personne morale de droit public, je devrais donc aller devant
un potentiel tribunal qui serait de droit public. Non, elle se dit immédiatement, j'ai ici une activité de transport, une activité industrielle, et que ce soit la colonie ou une entreprise privée qui le fait, qui en a la charge, eh bien, il est évident que nous avons ici une activité privée. Je vais donc aller devant le juge privé pour demander, pour mettre en place mon action en responsabilité. Et de fait, le juge privé se déclare compétent, sans aucune difficulté, et ça pourrait s'arrêter là. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Le représentant de l'État dans la colonie, le lieutenant-gouverneur, va élever le conflit partant du principe qu'il estime, lui, qu'il s'agit d'une matière administrative. En l'occurrence, le représentant de l'État nous dit il y a deux raisons pour lesquelles c'est de l'application du droit administratif. Première raison, le bac et la continuité de la route. La route qui va du point A au point B, au point A c'est du domaine public, c'est un domaine public routier. Au point B c'est un domaine public routier, donc le bac est la continuité de ce domaine public, quasiment une théorie de l'accessoire, qui permet de dire que puisqu'il y a domaine public, il y a juridiction administrative. Deuxième théorie, deuxième argument proposé par le représentant de l'État, il dit le bac, lorsqu'il a été construit, a fait l'objet de travaux publics. Et donc, le fait que le bac fonctionne, qu'il est utilisé, qu'il est exploité alors qu'il est le fruit de travaux publics, eh bien, ça en fait des dommages de travaux publics. Or, la loi du 28 pluvieux en 8 précise que la juridiction administrative est compétente en la matière. Puisque le juge judiciaire s'estime compétent, puisque le représentant de l'État estime que la juridiction administrative est compétente, l'affaire est élevée au tribunal des conflits. Le tribunal des conflits va être sous une présidence judiciaire avec pour commissaire du gouvernement Paul Matter, qui est membre de la Cour de cassation. Et là, vous avez l'expression d'un mythe. L'expression d'un mythe, ce serait la naissance d'une nouvelle notion, la notion de service public à caractère industriel et commercial. Et effectivement, si vous regardez un certain nombre d'ouvrages encore aujourd'hui, vous avez plusieurs auteurs de droit administratif qui vous expliquent que la décision Bac des Locats est la naissance de la notion de service public industriel et commercial. De plus en plus d'auteurs ne disent pas directement c'est la naissance de la notion, mais c'est une naissance indirecte. Vous avez effectivement beaucoup d'auteurs qui disent certes, la décision ne dit pas service public industriel et commercial, mais l'esprit de la notion serait dans la décision. C'est pourquoi on a ici non pas une naissance directe, mais plutôt une naissance indirecte. Et puis vous avez des auteurs plus rares qui vont estimer que non, pas du tout. C'est en rien la naissance de la notion de service public industriel et commercial, mais ce serait simplement une application de la théorie de la gestion privée. C'est notamment le célèbre article d'Alain-Serge Mecheriakov qui essaie de démontrer qu'effectivement, on a ici une application classique et que la véritable naissance, ce que reprennent et ce que personne ne nie, ce serait un peu plus tard dans l'année, cette décision Société Générale d'Armement du Conseil d'État de décembre 1921, 23 décembre de mémoire. Donc, une majorité de la doctrine qui dit « Eloca, c'est la naissance du SPIC », une partie de plus en plus importante qui dit « c'est pas la naissance, mais c'est une naissance indirecte », c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, mais on y pense, et une partie un peu plus infime qui dit non, en fait, c'est une théorie de la gestion privée. Eh bien, je ne figure dans aucune de ces trois catégories. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est la naissance du SPIC, je ne pense pas que c'est la naissance indirecte du SPIC, je ne pense pas que c'est uniquement la théorie de la gestion privée, je pense que c'est la négation du SPIC, c'est-à-dire l'inverse de ce qui est couramment dit. Pourquoi est-ce que je pense tout ça ? Eh bien, je vais essayer de vous le démontrer. D'abord, je voudrais qu'on s'entende sur quelques éléments de fait.
Lorsque la décision de janvier 1921 est publiée, aucune revue, aucune, ne dit « c'est la naissance du SPIC ». La décision elle-même n'emploie pas la notion service public industriel, ni service public commercial, ni service public commerçant, ni d'ailleurs service public. Les conclusions de Paul Matter n'emploient pas service public industriel, n'emploient pas service public commercial, n'emploient pas service public commerçant. Le recueil Lebon, dans les différents mots-clés qu'il met en avant sur la décision, n'emploie pas service public industriel et commercial, n'emploie pas service public. Le recueil Dalloz n'emploie pas service public industriel et commercial, n'emploie pas service public. Je résume. On a une décision qui ne parle pas de service public industriel et commercial, rendue sur des conclusions qui ne parlent pas de service public industriel et commercial, avec un recueil Lebon qui ne parle pas de service public industriel et commercial, avec des revues qui ne parlent pas de service public industriel et commercial, donc c'est la naissance du service public industriel et commercial. Oui, je veux bien, mais c'est quand même un petit peu rapide. Vous noterez comme moi que la décision Bagh-Deloka ne parle pas de croustiflette. C'est vrai qu'elle n'en parle pas de croustiflette. Les conclusions du commissaire du gouvernement ne parlent pas de croustiflette. Le recueil Lebon ne parle pas de croustiflette. Le recueil Dalloz ne parle pas de croustiflette. Donc, c'est la naissance de la recette de la croustiflette. Et je crois qu'on peut être d'accord, puisque si on ne parle pas de SPIC et qu'on peut dire que c'est la naissance du SPIC, il me semble que si la décision ne parle pas de croustiflette, on peut dire que c'est la naissance de la recette de la croustiflette. Je le pense, personnellement, parce que nous sommes juristes. Et quand on est juriste, on est habitué à, quand on a une décision, eh bien, à aller chercher ailleurs que dans la décision ce qu'elle dit, à ne surtout pas regarder la décision. Ben non, c'est pas ce qu'on dit à nos étudiants. D'habitude, on dit il faut regarder la décision, éventuellement l'interpréter au regard d'un certain nombre de choses, l'intention du législateur en particulier. Tu es en train de chercher la recette de la croustiflette. Oui. Je te la donnerai après. Oui, mais tu regarderas la décision du Bagh-Deloka, elle en parle. Et donc, on a une décision qui ne parle pas de la chose, et pour autant, ce serait la chose. Généralement, les auteurs qui pensent que c'est la naissance du service public industriel et commercial, ils disent c'est un peu une naissance sous X. Effectivement, on n'en parle pas. On va en parler simplement plus tard. C'est une réinterprétation. Ok, pourquoi pas. Mais lorsqu'on parle de cette réinterprétation, généralement, on ajoute que c'est à la lumière des conclusions du commissaire du gouvernement que on voit l'esprit du service public industriel et commercial. Alors moi, je veux bien qu'on réussisse à voir l'esprit de quelque chose à l'intérieur d'une décision, mais enfin, la notion de SPIC, c'est quand même une notion importante pour le droit. Et en particulier parce qu'elle va accorder toute une partie du contentieux, certes au juge judiciaire, mais le contentieux le plus important, création du service public, organisation et notamment tarifaire du service public et fermeture du service public, ça va revenir au juge administratif. Et oui, puisque c'est un service public. Donc la notion de service public industriel et commercial va donner un contentieux qualitativement le plus important au juge administratif, pas au juge judiciaire. Le juge judiciaire, lui, va s'occuper du quotidien, des relations entre les usagers et les personnels, à l'exception des plus importants personnels que sont le directeur et le comptable public, si la comptabilité est publique. On a donc une décision qui apporterait une notion fondamentale, sans le dire, et un certain nombre de personnes s'accorderaient pour dire que, certes, on ne le dit pas, mais on le présume, on le pressent. Il me semble que ce n'est pas l'habitude, dans une démarche scientifique, universitaire, juridique, de dire qu'une notion naît dans un document dans lequel il n'apparaît pas, sur des conclusions
dans lesquels la notion n'apparaît pas et qu'on s'en remettrait à un esprit. Je veux bien qu'on s'en remette à l'esprit des lois, mais là, ce n'est pas l'esprit des lois. Ce serait un esprit prétorien. Alors, l'un des intérêts de l'ouvrage sur les mythes, il est de forcer le lecteur à se convaincre d'une chose, c'est qu'il faut aller à la source, tout le temps. Et la facilité que nous avons aujourd'hui, elle est la suivante, ça vaut pour le droit comme pour n'importe quelle actualité, quand on nous dit quelque chose, comme on est tous un peu feignants, on prend pour acquis ce qui nous est dit. Pour peu que ça nous soit dit par quelqu'un qui a un minimum d'autorité, on le croit d'autant plus facilement. Et c'est comme ça que naissent les mythes, précisément. L'homme, la femme, sont par définition, par essence, corruptibles, menteurs et feignants. Et quand on vous dit c'est la naissance du SPIC et que depuis un siècle on vous dit c'est la naissance du SPIC, pourquoi voulez-vous aller refaire toute l'histoire pour aller lire la décision en entier et pas simplement dans l'extrait du Gaja, lire les conclusions en entier et puis aller regarder ce qui s'est fait à cette même époque. Si tout le monde a dit que c'était la naissance du SPIC, c'est que c'est la naissance du SPIC. Bon, et puis le travail de l'universitaire, c'est d'aller regarder au cas où ce ne serait pas le cas. Et puis de temps en temps de se rendre compte que tiens, il y a peut-être justement une distorsion entre ce qui a l'air d'être écrit, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et d'essayer justement de reconstruire tout ça. Alors si justement on relie ensemble les conclusions Paul Matter, eh bien on s'aperçoit que Paul Matter ne parle pas de SPIC. En revanche, à 3 reprises, il emploie l'expression service public. Alors vous allez me dire, voilà, il parle de service public, donc c'est comme ça qu'on trouverait la naissance du SPIC. Sauf que, à un moment, Paul Matter pose la question suivante, et vous pourrez aller voir. L'activité en cause, le transport par bac, est-elle un service public ? Point d'interrogation. Je ménage un suspense de complaisance. Réponse, non. Non. À vos souhaits. Non. Le juge répond, non. Est-ce un service public ? Non. Et nous interprétons, ça n'est pas un service public, donc c'est le service public industriel et commercial. Non. Si la question est est-ce un service public et que la réponse est non, il ne faut pas y voir une surinterprétation ou dans laquelle il dirait en fait oui. Non, Paul Matter, il est grand. S'il veut dire oui, il va écrire oui, sauf qu'il réécrit non. Ça n'est pas un service public. Ça n'est pas un service public, c'est une activité industrielle ordinaire. Et que dit le tribunal des conflits ? Exactement la même chose. C'est une activité industrielle ordinaire. Le tribunal des conflits ne dit pas c'est un service public industriel. Il dit c'est une activité ordinaire industrielle, c'est-à-dire très concrètement, c'est une entreprise privée. C'est géré comme une entreprise privée, mais il n'y a pas d'intérêt général là-dessous, il n'y a pas de service public. Les expressions service public, elles apparaissent y compris sur le site du Conseil d'État et du tribunal des conflits et sur Légifrance que bien plus tard. C'est-à-dire qu'alors que le recueil Lebon n'a pas marqué service public et service public industriel et commercial, eh bien on va se retrouver avec une réécriture qui va au contraire rajouter ces éléments de service public. Vous savez, quand une décision sort au Lebon, il arrive fréquemment encore que on vous propose des référents. C'est-à-dire on vous dit, voilà, ce qui a été jugé ici, c'est exactement ce qui a été jugé dans telle autre affaire. Eh bien, il s'avère que sur la décision du 22 janvier 1921, on nous dit, à Paris, il faut aller voir telle décision. Quelle est la décision en question ? C'est un arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 1891, Mohamed Ben Belkacem, au recueil page 542. Et qu'est-ce que c'est que cette décision de 1891 ? Eh bien, c'est une décision dans laquelle on a la reconnaissance d'une faute personnelle d'un agent, faute personnelle qui implique compétence du juge judiciaire,
et non pas du juge administratif. C'est-à-dire que le rapprochement que fait le tribunal des conflits par rapport à la décision du 22 janvier 21, c'est de dire « nous sommes ici dans une pure action privée, comme une faute personnelle, ça ne relève en aucun cas du juge administratif, parce que ça n'a rien à voir avec du droit administratif, c'est du pur droit privé. » Il me semble que le parallèle qui est fait avec cette décision met encore plus de côté la notion de service public industriel et commercial. Pour autant, je suis obligé de l'admettre, si un certain nombre de personnes nous disent encore aujourd'hui que c'est la naissance du SPIC, il faut en tenir compte. Ça aussi, c'est signifiant. Il faut faire quelque chose de cette donnée. Et après tout, que la naissance de la notion de SPIC arrive le 22 janvier 21 ou le 23 décembre 21, quelques mois plus tard au Conseil d'État, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, la notion de SPIC est née en 1921. Ok ? Alors pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est obstiné à travestir une décision pour pouvoir dire que c'était la naissance du SPIC? Quel intérêt pouvait-il y avoir à dire la naissance du SPIC, c'est mieux qu'elle se fasse et qu'elle soit célébrée au tribunal des conflits plutôt qu'au Conseil d'État? Et c'est ça l'un des objets de l'une des enquêtes que je mène dans l'ouvrage. Et j'emploie le mot enquête sciemment parce que quand il y a un mythe, quelquefois on ne sait pas du tout d'où il vient. Et souvent quand on ne sait pas du tout d'où il vient, il profite à personne ou il profite à tout le monde. Et puis quelquefois, on réussit très exactement à voir d'où il vient. Et quand on réussit très exactement à voir d'où il vient, déjà c'est que c'est mal fait, et de deux, c'est que ça profite à quelqu'un. En règle générale, et dans les exemples que j'ai pris, ça profite toujours à la même personne, le Conseil d'État. C'est ce que je vais essayer de vous raconter. Lorsque la notion de service public industriel et commercial arrive, il faut bien voir qu'il y a toute une série d'auteurs, y compris de droit public, voire surtout en droit public, qui n'en veulent pas. C'est une notion qui dérange. Et elle dérange notamment parce qu'elle va donner une part du contentieux au juge judiciaire. Mais elle va aussi permettre de donner, je le disais tout à l'heure, le contentieux qualitativement le plus important au juge administratif. Ce qui est alors intéressant de regarder, c'est que cette notion de service public a caractère industriel et commercial. Si elle émane directement du Conseil d'État, alors la doctrine, et les privatistes en particulier, vont dire que c'est directement une offensive des juristes publicistes pour s'approprier une part du contentieux. En créant la notion de service public industriel et commercial, la part la plus importante qualitativement du contentieux va être sous la coupe du Conseil d'État. Or, si vous êtes un interprète de cette jurisprudence et que vous réussissez à démontrer qu'en fait, c'est le juge judiciaire ou le tribunal des conflits, mais sous la demande du juge judiciaire, voire la présidence du juge judiciaire, qui a créé la notion, alors ça veut dire que ce n'est pas le tribunal des conflits qui l'a demandé, la notion. Il a fait que l'appliquer et la recevoir en décembre 21. Il en a fait que tirer les conclusions, mais surtout, il ne l'a pas inventé, il ne l'a pas sollicité, il l'a simplement reçu, presque comme un obligé, et il l'a appliqué parce qu'il était obligé. Et en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est que dans les années 30 à 40, plusieurs auteurs, soit directement des conseillers d'État, soit des avocats au Conseil, vont réécrire l'histoire en disant directement que la notion a été inventée par le tribunal des conflits dans cette décision du 22 janvier 1921. Les deux auteurs qui vont particulièrement écrire sur ces éléments sont Jean Delvolvé
et Pierre Laroque. Par la suite, dans les années 40 et 50, la notion de service public industriel et commercial va devenir acceptée de tous, et une fois qu'elle a été acceptée de tous, on va essayer d'en retrouver ses origines. Or, comme les rares personnes qui ont écrit dessus sont Jean Delvolvé et Laroque, et Pierre Laroque, on va se rendre compte que tout le monde va reprendre cette idée que la notion est née au tribunal des conflits, et les administrativistes sont particulièrement heureux qu'on reprenne cette idée, parce que ça veut dire que, là encore, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, et ce n'est pas eux qui l'ont voulu. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique prétorienne volontaire, mais qu'au contraire, ce serait quelque chose qui serait voulu et donc accepté par le juge judiciaire. Si on accepte l'idée que cette réécriture de l'histoire, qui part sur un certain nombre d'éléments réels, mais dans laquelle il y a une forme de travestissement, pourrait correspondre à un mythe, eh bien là, on serait assez proche de la deuxième catégorie de mythes dont je parlais dans l'introduction, c'est-à-dire un mythe qui est une réécriture, un mensonge, mais un mensonge qui sert une cause. Et en l'occurrence là, la cause, c'est la cause du Conseil d'État, c'est la cause du droit administratif. Alors, est-ce que c'est grave ? Non. Non, c'est pas très grave. Dans l'absolu, que ce soit Eloka ou une autre décision qui soit la naissance du service public, ça n'est pas très grave. Ça n'est pas très grave, mais ça dit très clairement quelque chose de notre histoire, que de savoir que la notion de service public à caractère industriel et commercial, qui nous est parfois présentée comme quelque chose que subissent les administrativistes, en fait, non seulement on ne la subit pas, mais c'est nous qui l'avons créée, et on ne l'assume pas. On ne l'assume pas parce qu'on dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé pour nous. Mais très clairement, à mon avis en tout cas, on a ici une création qui sert, en l'occurrence le Conseil d'État, à minima ou à maxima les administrativistes. En 3 minutes, 4 minutes, je vais vous parler du plan en 2 parties. Autre exemple de mythe. On a ici un mythe qui, très clairement, ne sert pas ou ne dessert pas quelques personnes à l'intérieur du groupe des juristes. C'est-à-dire qu'on ne défend pas une cause, celle du juge ou celle de la doctrine. On a plutôt quelque chose de fédérateur. Vous vous souvenez tout à l'heure, les Romains, la Louve, Romulus et Rémus, une histoire un peu sympathique. Je crois que le plan en 2 parties, c'est un peu ce genre de mythe-là. C'est-à-dire pas un truc où on a travesti la réalité, mais quelque chose qui naît, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand. Alors, la seule chose qui est peut-être grave dans tout ça, c'est qu'un certain nombre d'entre nous se soit jamais posé la question de où ça vient. Finalement, s'il y a quelque chose de grave dans cette histoire, c'est uniquement ça. Quand on est chercheur, qu'on a l'ambition d'avoir un travail avec une recherche qui épouse les critères scientifiques, normalement, on doit se débrouiller, je crois, pour que ce que l'on cherche à démontrer soit servi par des éléments de forme. C'est-à-dire qu'on va mettre la forme au service de notre propos, pour que notre propos soit encore plus éclairant, encore plus convaincant. La difficulté, je crois, avec le plan en 2 parties, elle est que pour la plupart des juristes, c'est l'inverse. Nous avons quelque chose à démontrer, et on se force à le faire en 2 parties, même si objectivement, 3, ce serait mieux. Ou quelquefois une seule, ou 7, ou le chiffre que vous voulez. Ce qui me pose problème, c'est pas que le plan soit en 2 parties, si tant est que ce soit un problème. Ce que je questionne, c'est le fait que ce soit ressenti comme une obligation. Alors j'entends bien qu'il y a plein de collègues qui, heureusement, commencent à dire que non, on n'est pas obligé. Et c'est très bien. Effectivement, il faut que le plan il soit en autant de parties que ça le justifie. C'est le fond qui doit justifier le nombre de parties à la démonstration et pas
cette obligation non textuelle, cet usage. Mais si vous regardez bien le plan en deux parties, vous allez vous rendre compte que, effectivement, quand un juriste parle, naturellement, il le fait en deux temps, en deux exposés. Et quand vous avez un colloque et qu'un collègue va oser faire un plan en trois parties, en règle générale, il s'en excuse et il se sent obligé de s'en excuser. Le nombre de thèses auxquelles on a assisté, où pendant un quart d'heure, un collègue explique que quand même, les trois parties qui s'imposaient manifestement à tout le monde, ça le gêne parce qu'on aurait très bien pu faire ces trois parties en deux. Et on a beau dire que les choses évoluent sur ce point, ça arrive quand même fréquemment encore. Je pourrais ici développer, mais je vois que le temps file donc je ne le ferai pas, les raisons selon lesquelles, à mon avis, on a pris cet usage du plan en deux parties. Et si je le fais de manière très très courte, je vous dirais que, a priori, c'est la faute des romanistes. Il y a un moment, il faut trouver un responsable, donc voilà, c'est bien, taper sur les romanistes, il y en a de moins en moins, donc c'est facile de taper sur les romanistes. Pourquoi les romanistes ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1853, les professeurs de droit romain se rendent compte que la place du droit romain dans les facultés de droit, elle est de moins en moins importante. Elle est de moins en moins importante et ils réussissent à convaincre, c'est le fameux lobby des romanistes, ils réussissent à convaincre le ministre de prendre un arrêté qui va expliquer qu'à partir de maintenant, les thèses de licence et de doctorat vont se soutenir nécessairement avec d'abord une partie en droit romain et ensuite une partie en droit positif sur le même sujet. Et si vous regardez effectivement un certain nombre de thèses qui ont été soutenues à ces époques, vous allez vous rendre compte que, en effet, vous avez une première partie en droit romain, une deuxième partie en droit français. Positif. C'est sûrement l'une des explications, il y en a d'autres, je ne les développe pas ici parce que pas de temps, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette habitude qui va se prendre dans l'université de présenter en deux temps, elle est scientifiquement pas fondée. C'est une habitude académique qui tient sur le fait que d'abord on présente en droit romain et ensuite en droit positif, mais si vous faites une thèse dont la première partie n'est pas du droit romain et la deuxième du droit positif, il n'y a a priori aucune raison de faire un plan en deux parties, sauf si évidemment ça s'impose à vous. Je ne vous dis pas non plus qu'il n'y a pas de raison idéale à faire un plan en deux parties. Bien sûr que de temps en temps c'est très pertinent et très efficace. Bien sûr qu'il y a des avantages. Donc je ne vous dis pas qu'il faut jeter le plan en deux parties. Le fait de se forcer à avoir deux parties, c'est se forcer à simplifier les choses. C'est évidemment une bonne chose. Le fait d'avoir un plan qui va être toujours balancé de la même manière, c'est une même chose. Cette dynamique en deux parties est évidemment également favorable. Ça permet davantage une opposition plus claire, plus nette. Donc oui, il y a des tas d'avantages et je ne vous dis pas qu'il n'y a que des inconvénients et qu'il faut absolument faire 3 ou 4 ou 7 parties. La seule chose que je mets en avant, c'est le fait que c'est peut-être dommage d'imposer uniquement deux parties parfois. Quel rapport avec le mythe ? Et en tout cas, aucun rapport avec le mythe précédent, si tant est que ce soit un mythe, et l'oka. Alors précisément, le plan en deux parties, à mes yeux, mais vous lirez peut-être l'ouvrage pour en être convaincu, ça n'est pas un mythe comme Eloka. Eloka, on a une réalité qui est travestie pour servir une cause. Ici, on a une réalité un peu inconnue, on ne sait pas trop. Alors, je vous fais une proposition, 1853, mais il y a d'autres propositions pour expliquer l'origine du plan en deux parties. Ce qui m'amuse, c'est de constater que lorsque l'on touche au plan en deux parties, c'est comme si on touchait à l'identité du juriste français. J'en veux pour preuve qu'il m'est arrivé parfois d'écrire des articles, voire des livres, et quand on reçoit après un article ou un livre, un email ou un courrier d'un collègue, c'est relativement rare. Ça arrive encore, mais c'est quand même relativement rare. Quand on reçoit 2 courriers, c'est la fête. 3, alors là, c'est un peu l'apothéose, soit c'est que vous avez vraiment écrit quelque chose d'horrible
et donc la profession vient vous le rappeler, soit vous avez écrit un truc exceptionnel, on vient vous encenser, ça ne m'est jamais arrivé évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que un jour, je publie à l'actualité juridique droit administratif une petite tribune, 25 lignes, rien. Cette tribune s'intitule « Le plan est en 2 parties parce que c'est comme ça ». Et j'essaie d'expliquer que c'est peut-être un petit peu couillon de faire toujours 2 parties alors qu'il n'y a pas vraiment d'obligation, etc. À la suite de cette tribune, je reçois 7 courriers, dont 2 avec accusé réception. Un de ces courriers demande un droit de réponse obtenu à la JDA la semaine suivante pour défendre le plan en 2 parties. Et c'est là où je me dis, on touche à un mythe. On touche à quelque chose qui fait partie de notre identité et qui nous relie. Je parle en 2 parties égale je suis juriste. Je vous comprends parce que je suis de la même communauté, de la même identité. Et celui ou celle des juristes qui vient dire qu'on remet ça en question, eh bien, il remet en question l'identité. Et c'est en cela que je crois qu'il y a aussi une autre forme de mythe, évidemment rien à voir avec celle des locats, vous l'aurez compris. Pour conclure, je crois effectivement, et vous le lirez peut-être en regardant l'ouvrage, que le droit aussi peut avoir ses mythes, des mythes juridiques. Et je crois qu'effectivement aussi, on peut trouver 2 grandes formes de mythes juridiques, un plutôt positif, un plutôt négatif, c'est les 2 exemples que je viens de prendre. Le premier serait ce que j'appelle un mythe légendaire, fabulateur. Il sert la communauté, c'est Romulus et Rémus, c'est le plan en 2 parties. C'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas vraiment d'origine, et en même temps on s'en fout un peu de l'origine, soyons francs. On a quelque chose d'ici qui relève du récit fictionnel, on sait que ce n'est pas totalement vrai, mais on s'en fout un peu, parce que l'important est ailleurs, l'important c'est que ça relie la communauté, ça soude la communauté des juristes. Alors c'est le cas par exemple du plan en 2 parties, et c'est le cas à mon avis aussi d'un principe comme celui de laïcité. Et heureusement pour moi, je n'ai pas le temps de développer, mince, mais sinon je l'aurais fait avec plaisir. Autre exemple de mythe, mais qui cette fois-ci ne serait pas dans la même veine que le précédent, c'est un mythe non pas fabulateur, mais d'affabulateur. Un mythe qui a été créé exprès sur un mensonge, sur un travestissement de la réalité, dans le but de servir une cause clairement identifiée. C'est l'exemple des locats, c'est l'exemple aussi de la domanialité publique. Là aussi, je renvoie à l'ouvrage si vous voulez en savoir plus. Dans les 2 hypothèses, mythe fabulateur ou affabulateur, le mythe va dépasser la réalité et il va se nourrir d'illusions. Il va jouer sur la parole. Est-ce que c'est une parole vraie ou est-ce que c'est une parole tout court ? Le mythe n'est pas synonyme de vérité, il est l'expression d'une parole, d'un discours. Dans tous les cas, il est évident que le mythe est un message. Et l'important, c'est de comprendre ce message. Éventuellement, pour reprendre l'image de l'enquête que j'employais tout à l'heure, la question qu'il faut se poser, c'est à qui profite le mythe ? S'il profite à quelqu'un. Un mythe peut être une croyance, mais peut aussi être un travestissement de la réalité. Et le problème, c'est que dans une société de plus en plus consumériste, qui vérifie de moins en moins, qui prend pour acquis ce qu'on lui dit, ce sont les fameuses fake news, eh bien on en arrive aussi à avoir du fake droit. Et ce fake droit, eh bien il joue sur le fait que nous n'allons pas vérifier les choses. On nous dit les choses et comme on ne les vérifie pas, ben, les choses prospèrent. Et là on a certains mythes qui, je crois, vont être très parallèles à l'idée de rumeur. C'est-à-dire quelque chose qui est construit en partie sur un élément faux et qui réussit à prospérer parce qu'il est projeté devant un public qui est prédisposé à recevoir cet élément.
Le mythe résonne non pas avec la raison, mais avec la confiance qu'on place dans celui qui prononce le mythe. Et très concrètement, tout ce que je vous ai dit depuis 45 minutes, c'est peut-être totalement faux. Mais comme vous me faites la gentillesse de me croire et de m'inviter, certains d'entre vous vont dire « Ah bah oui, il a raison, le con », et voilà. Et peut-être certains d'entre vous se diront « Bah non, il a tort, mais je vais essayer de le démontrer ». Et si l'ouvrage permet cela, eh bien c'est déjà exceptionnel. Si cela vous donne l'envie de toujours contredire ce que vous recevez, pour essayer de démontrer que parfois on reçoit sans trop se poser de questions, et que l'on met en place ce que Sunstein appelle à propos de la rumeur une cascade de conformité, eh bien je crois que là, il y aura une utilité. Un juriste a une parole, mais pas plus qu'un autre. Il n'est, même s'il devrait l'être, l'incarnation de la vérité. Il arrive que le juriste mente. Et quand il ment, cela peut avoir des répercussions graves. Néanmoins, continuer à développer les mythes juridiques, à les diffuser, volontairement ou involontairement, ça permet aux juristes d'exister. Donc moi je suis ravi que les mythes existent, c'est formidable. La conclusion, je la laisserai à Paul Valéry. Paul Valéry nous explique qu'il n'y a rien de plus original, rien de plus soi que de se nourrir des autres. Mais il faut les digérer. Le lion est fait de moutons assimilés. À vous de savoir si vous serez un lion ou un mouton. Et c'est donc à vous de décider. Merci beaucoup.